directeur de la Fondation Braillard Architecte ici à Genève. Vous voyez la vieille Genève derrière moi, un bâtiment de Maurice Braillard avant la guerre, qui n'existe plus. Donc, avec moi, ce soir, Diane, Kim et Mélodie, l'équipe qui est là et qui nous accompagne depuis le début à l'organisation de cette série de conférences. Il y a même Ariane Braillard qui s'est connecté depuis Londres. Bonsoir Ariane. Et donc, tout un monde qui nous suit depuis quelques temps sur cette série de conférences que nous avons lancée cette année, deuxième année consécutive, qui fait monter sur le piédestal un peu les jeunes architectes et urbanistes qui sont fraîchement diplômés des écoles francophones pour l'instant. Peut-être qu'on va plus tard ouvrir un monde plus grand, plus large. Et des jeunes qui, depuis quelques années, se frottent à des questions très complexes relatives à la transition écologique. On le voit, c'est compliqué, c'est même les politiques, vous l'avez vu hier soir, qui ne sont pas très clairs dans leur tête de quoi il s'agit et comment ils vont y arriver. Donc, nous sommes très contents de voir qu'il y a une jeune génération qui se permet, qui prend un peu le temps et qui a le courage d'ouvrir des questions qui mettent ensemble l'espace, la transformation de l'espace, l'architecture, l'urbanisme, le paysage, l'aménagement même, face à ces grands défis qui est pour nous aujourd'hui, qui sera pour les années qui viennent la transition écologique. On a appelé donc cette série de conférences Transition Seeds, en anglais, les graines de la transition, parce que nous pensons, en tout cas, nous avons compris en travaillant à Genève et ailleurs, qu'il s'agit d'abord de voir avec les jeunes, de former une jeune génération sur ces questions avant d'aller se frotter et faire face à des vrais projets qui, de toute façon, vont arriver de plus en plus sur les écrans des ordinateurs, donc des agences, sur les tables de travail, sur le discours des politiques et des citoyens. Et finalement, on espère, et c'est pour ça qu'on est là, qu'ils vont vraiment se transformer en vrais projets d'espace. Alors, c'est un espoir qui ne peut pas rester un espoir, il faut que ça devienne un espoir construit, donc une méthode, donc un travail systématique que nous avons lancé au sein de la Fondation Braillard depuis quelques années sous les sigles, disons, le titre The Eco-Century Project, qui est un programme de culture et recherche qui suit, disons, cette chaîne d'argumentation, cette chaîne de pensée depuis le début. Alors, ce soir, donc, nous sommes à la 4e session de Transition Seeds que nous avons intitulée « De l'influence métropolitaine aux dynamiques locales », avec comme sous-titre « Les nouvelles ruralités transfrontalières ». C'est un thème qui nous semble être critique, très important depuis plusieurs années. Nous savons que c'est une histoire très ancienne. La théorie nous dit que la ville et la campagne se frottent, se sont bien en opposition. Les villes récupèrent les ressources de campagne et ne donnent rien en échange. Nous avons donc certainement un problème de déséquilibre des ressources. Les villes sont des pièges des ressources d'une certaine manière, les ressources qui sont dans les campagnes environnantes. C'est une très vieille histoire, je dirais même de plusieurs milliers d'années. Mais aujourd'hui, elle arrive à un point un peu d'achoppement parce qu'effectivement, l'ensemble de la Terre a été presque urbanisé. Et du coup, les ruralités se trouvent coincées dans des grands espaces métropolitains. Et forcément, là, le frottement et disons, l'opposition devient un peu plus pressant, voire violent. Il est question donc de comprendre comment, entre les villes et les campagnes, les espaces libres, les espaces cultivés, les espaces ruraux, les espaces agricoles, les espaces naturels, les espaces forestiers et les espaces urbains qui profitent et qui ont tendance à s'étaler vers les espaces non urbains, et comment cette relation va être reprise, retravaillée, en permanence renégociée, parce que je ne pense pas qu'on va arriver à une solution définitive. Et donc, à travers le projet d'espace, à travers l'architecture, l'urbanisme,
les échelles du projet, il est question de voir comment, mètre par mètre, jour par jour, mois par mois, année par année, cette négociation aura lieu et comment les habitants de deux côtés vont se trouver dans un système territorial qui leur permet de vivre leur vie et trouver un certain équilibre. Et tout cela, en plus, avec maintenant le nouveau problème, le nouveau qu'on a quand même réussi à construire sur nos têtes depuis quelques années, la transition écologique, c'est-à-dire la réduction systématique et disons, la protection des ressources et donc la réduction de la consommation de l'espace, des biens, des énergies, de l'eau, dans toutes ces questions qui jusque-là étaient un peu, on va dire, on faisait semblant de ne pas les connaître alors qu'elles étaient toujours là. Alors, ce sont des questions que nous considérons aujourd'hui critiques, importantes. Et nous avons vu hier soir que les politiques, en tout cas en France, parce que nous allons travailler aujourd'hui sur les cas français, mais ce sont des problématiques similaires partout, il y a sans exception. Il y a du mal à comprendre comment la politique va s'emparer de ces questions. D'ailleurs, les dernières années, nous savons que disons, le clivage politique n'est plus les ouvriers contre les riches contre les pauvres, c'est effectivement les populations agricoles face aux populations urbaines qui votent de manière différente. Ce sont des questions que les politologues, les sociologues commencent à essayer, enfin, entrent disons, en matière pour comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi il y a une espèce de clivage politique qui met les villes et les campagnes un peu face à face, ce qui n'était pas auparavant le cas. Voilà, les problématiques globales que nous avons mis sur la table quand nous étions en train d'examiner les projets qui arrivaient à la Fondation Braillard, parmi lesquels, donc, finalement, nous avons choisi deux projets qui étaient vraiment au cœur de ces questions et que on voudrait aujourd'hui partager avec vous et éventuellement lancer une discussion à la fin qui va ouvrir le débat et qui permettra sans doute de mieux comprendre, sachant que finalement, ce qu'on voudrait arriver à la fin, c'est peut-être pas des solutions, ce serait trop optimiste, mais en tout cas, mieux poser la question. Ça, c'est un peu, si vous voulez, disons, la modeste approche d'une recherche en devenir. Alors, nous allons voir deux projets présentés par Valoris Taverde, qui a fait son travail de diplôme dans l'école d'architecture de Versailles et qui a donné comme titre « Repenser les villages ruraux face à la crise écologique », qui est l'alternative à l'étalement urbain pour les villages en croissance démographique. Et elle va travailler, elle va nous montrer les cas du village de Maté dans les Grands Est français. Ensuite, le groupe de Florian Royer, constitué par Florian Royer, Carlos Alfredo Aguilar et Marie-Aline Lamoureux, de l'école d'architecture de Nancy, vont nous présenter un travail sur la frontière franco-luxembourgeoise intitulé « Habiter la frontière franco-luxembourgeoise en 2050 ». C'est deux travaux qui, effectivement, se positionnent géographiquement vers l'est de la France, vers des pays voisins, mais certainement, ils ont leur propre logique interne qu'on va voir et qu'on va peut-être essayer de comparer grâce à l'apport de notre discutant qui a été choisi par nos amis, nos jeunes collègues, Pierre Janin. Et je ne sais pas si, entre-temps, il a pu entrer dans la salle. Il est là, oui, en effet. Merci, oui, bonsoir Pierre. Qui est donc un architecte qui a lancé son agence Fabrique Architecture Paysage avec son frère Rémi, et depuis 2007, est basé à Vernard, dans le Loire, et qui est un lieu aussi d'exploitation agricole familiale. Donc, depuis 2010, ils ont une antenne à Lyon. Ils ont eu plusieurs distinctions que vous pouvez facilement trouver sur Internet, mais on les félicite d'être lauréat des albums des jeunes architectes et paysagistes, des AJAP, le fameux AJAP, à l'époque où j'étais au ministère.
et lauréate de 2014 du palmarès des jeunes urbanistes, et puis d'autres distinctions qui leur permettent aujourd'hui d'avoir un discours valide et intéressant et par lesquels ils vont entrer en matière sur les deux projets. L'idée donc étant que chacune des équipes présente pendant à peu près 20 minutes, donc c'est rapide et c'est intense. Ensuite, Pierre Janin va réagir, poser des questions, commenter, et vers la fin, en troisième phase, on va ouvrir le débat à l'ensemble de l'Assemblée. On est très nombreux ce soir, c'est une bonne cohorte de personnes. Et certainement, je vois des gens qu'on connaît, qui nous suivent depuis longtemps, qui seraient certainement intéressés à participer à la discussion. Voilà, j'ai trop parlé sans doute, mais c'était une manière aussi d'introduire ce thème très intéressant. Je passe la parole directement à Valoris Taverde. Valoris. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens déjà à vous remercier, vous et à Pierre Janin aussi, d'être présents aujourd'hui. Et merci évidemment à la Fondation Braillard qui nous donne la parole pour parler du projet de transition à travers nos projets de diplôme. Donc, je vais maintenant vous présenter mon projet de fin d'études. La présentation commencera de manière assez générale sur le sujet pour s'affiner au fur et à mesure et passant donc d'une grande échelle, celle du territoire, à une petite échelle, celle du logement. Commençons donc par une question d'introduction. Quel est l'impact des mouvements migratoires dus aux différents exodes sur la physionomie du territoire français? En effet, les différents flux migratoires ont modifié l'indice démographique des villes et des villages français. Ces villes et villages français présentent donc soit un taux démographique en décroissance ou alors en croissance. Et en conséquence de ces différents changements démographiques, le schéma d'extension urbain, qui est celui du zoning et qui se fait de façon concentrique, crée en fait des zones bien distinctes, par exemple des zones de logement, des zones commerciales, des friches, qui sont toutes reliées par des réseaux routiers importants et congestionnés. Florian et Carlos le confirmeront à travers leur projet. Ce schéma d'extension urbain a engendré différentes problématiques qui sont majeures quant à la question de l'étalement des villes sur les territoires agricoles et donc forcément de leur artificialisation et imperméabilisation. Mais si nous partons d'une hypothèse, celle que dans les prochaines années, le flux migratoire des citadins vers les ruralités, donc ce qu'on peut appeler une sorte d'exode urbain, continue de croître malgré les recommandations écologiques, les terres agricoles vont continuer à être artificialisées par l'urbanisation du territoire rural qui est associée au système de zoning. Et en partant d'une hypothèse, celle que la campagne devient de plus en plus attractive comme un lieu de vie alternatif, de quelle manière pourrait-elle devenir motrice pour de nouveaux modes de vie? Et comment faire de cette croissance démographique un moteur de développement social, productif et écologique des campagnes? Par obligation ou par choix, dans un futur relativement proche, les communes vont devoir prendre en compte ces problématiques qui sont liées à leur propre territoire et elles vont être demandeuses d'idées, de concepts pour réguler cette croissance et trouver des idées fortes qui vont la maîtriser. Alors, comment imaginer un projet qui réponde à ces problématiques? C'est l'exercice auquel vers lequel je suis allée. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ces grandes problématiques environnementales et sociales en participant à un enseignement de projet qui travaillait sur un village en décroissance, Bellac, dans le Limousin. Mais en parallèle de ce travail, je me questionnais beaucoup par rapport aux problématiques des villages en croissance, donc tout l'inverse, et notamment une qui me semble majeure, celle touchant à l'étalement urbain, qui est en effet une première réponse à cette croissance démographique. Et une des solutions pour répondre à cette problématique m'a paru un petit peu évidente, en tout cas celle de la densification, qui s'est donc imposée à moi, mais je me suis demandé dans quelle mesure pouvait-elle être appliquée. Et donc, afin d'appliquer ces différents questionnements à un territoire très concret, j'ai choisi comme cas d'étude pour le mémoire et le projet de fin d'études. En fait, ces sujets ont déjà été menés en amont grâce au mémoire et j'ai pu retranscrire toutes mes recherches de mémoire ensuite sur le projet de fin d'études. Donc, le cas concret est donc mon village natal
Ce village natal s'appelle Mathé. Il est situé en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département du Doubs, à la frontière de la Suisse. Mathé connaît une croissance démographique et économique qui est exponentielle depuis 1960, on le verra juste après. Cette croissance s'explique par plusieurs facteurs. Donc, premièrement, par sa localisation sur le territoire. Le village est scindé par 2 axes, les axes que nous voyons ici. Donc, ce sont des axes routiers et ce sont les axes routiers principaux du village. Et en fait, ils vont venir créer un carrefour à l'échelle du village, faisant en sorte que Mathé est aujourd'hui un village-rue, un village de passage. Et deuxièmement, le village croît sans cesse grâce au développement de grands industriels automobiles comme Peugeot et par sa position à la Suisse, évidemment. Donc, en réponse à cette croissance démographique, le village s'est étalé et sa surface artificialisée s'est vue doubler en l'espace de 30 ans, car la politique de logement au sein du village répond en effet à cette croissance démographique en se développant suivant le système du zoning. Donc, Mathé est aujourd'hui composé à 80% de lotissements de maisons individuelles qui contribuent et alimentent le phénomène d'étalement urbain. Donc, on peut le voir ici sur ces 3 exemples, donc en montrant l'évolution du village en 1820 et 2021, qui est assez marquante. Donc, à l'intérieur du patchwork de zones qui compose le village, j'ai identifié le centre ancien. Le centre ancien qui est en fait la cellule de subsistance du village qui fait l'état de l'histoire du développement du village et en dresse son portrait, son identité. J'ai choisi cet espace, cette zone dans le village pour de simples raisons, celles que je vous viens de vous énoncer, et pour ses différentes caractéristiques qui sont très riches. Le village est premièrement traversé par la rivière du Doubs, et aussi par la route départementale, donc celle qui était là présente de base et autour duquel s'est construit le village. L'organisation hiérarchique du village de Mathé à l'époque est aussi très importante et c'est sur lequel je vais m'appuyer au fur et à mesure dans le projet. Du côté donc, de la départementale, du côté du Doubs, on avait uniquement des espaces publics et de l'autre côté, uniquement des logements. Le dessin du centre ancien est aussi assez spécifique et garde une trace du passé qui est très marquante par le parcellaire et sa forme, donc tout en longueur et relativement fin, et avec toujours un bâti construit, un bâti très dense, des fermes, des espaces multigénérationnels construits au bord de la route et donc au bord des parcelles pour garder le fond des parcelles pour un autre principe. Et au fur et à mesure, on peut voir ici l'évolution de ce parcellaire très typique au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, le fond des parcelles est utilisé pour des lotissements. Donc, je me suis posé la question, à l'intérieur du centre ancien, quelles sont les problématiques principales qui sont émergentes? Donc, voici les 3 points que je vais de suite développer. Donc, la première problématique est celle du trafic, et le trafic qui est prépondérant au sein du village. La route départementale qui traverse le village représente évidemment une pollution environnementale, sociale, apporte des nuisances sonores et visuelles. À l'époque, comme on peut le voir sur ces photos, c'était vraiment un chemin de terre, un espace de rencontre, un lieu qui était commun à tous. Et aujourd'hui, ce lieu, cette route départementale, est uniquement réservé aux voitures et le piéton n'y a absolument plus sa place. Et en conséquence de cette première problématique du trafic, une deuxième apparaît, celle de la désertification du centre-bourg, qui est aujourd'hui une problématique très conséquente. Dans le passé, c'était au centre du village que tout se déroulait, les événements, les commerces s'y trouvaient aussi. Et au fur et à mesure, et aujourd'hui on peut le voir clairement, tous les commerces ont migré vers la nouvelle départementale et vers les nouveaux lotissements. Donc le centre ancien n'est en effet plus le centre, il n'y a plus vraiment de centre et on voit apparaître de façon très hasardeuse de nouveaux lieux publics comme par exemple la zone commerciale,
un parking ou même un banc. Et donc, ce phénomène de désertification du centre ancien en a entraîné un autre d'envergure, celui de la vacance du bâtiment ancien. Donc, auparavant, le bâti d'époque était un bâti dense, qui était multigénérationnel. Et à la suite d'un changement de paradigme social, cela a emmené tout le monde en fait, de ce bâti multigénérationnel vers un habitat totalement individualiste. Et on en mesure toutes les conséquences aujourd'hui. Dans le centre ancien, on voit apparaître de plus en plus de ce bâti vacant. Ici, on peut le voir, ce sont les bâtiments qui sont en orange. À l'heure actuelle, il y en a une vingtaine. Mais en effet, la population qui habite dans le centre ancien est très vieillissante et de plus en plus de bâtis vont devenir vacants, ce qui est propice à de nouveaux projets. Il n'y a aucun renouvellement de population et tout a un impact sur tout le reste, et cela accentue davantage évidemment la désertification du centre ancien. Donc à la suite de l'analyse menée sur le village et après avoir posé toutes les problématiques qui sont très riches et complexes et qui aujourd'hui touchent des centaines de villages sur le territoire français, je me suis interrogée quant à différentes pistes de projets qui pourraient être proposées pour répondre à ces problématiques. Donc, venons-en au projet. Le projet que j'applique sur le centre ancien se déroule et se développe en 2 phases. Ces 2 phases qui coexistent et vont se développer dans le temps, l'une après l'autre. Elles ont besoin de l'une et de l'autre pour avancer, et c'est suivant les besoins aussi. Donc, la première phase consiste à redynamiser le centre-bourg, et la deuxième à densifier les terres qui sont viabilisées, d'ores et déjà viabilisées, pour éviter l'étalement urbain. Donc, le projet que je propose, qui est un concept, un système, s'applique ici sur la zone qui est en jaune, mais vise évidemment et a vocation de se développer dans tout le centre ancien pour donner un dynamisme, un nouveau dynamisme au centre ancien. Donc, la première phase qui consiste à redynamiser le centre ancien va se faire suivant plusieurs interventions en s'appuyant uniquement sur l'existant. Alors, revenons-en à la première problématique qui était celle du trafic. Donc, la première étape du projet est de créer une déviation au nord du village. Et grâce à cette déviation, il est possible de diminuer drastiquement le passage des véhicules au sein du centre ancien et permet de rendre cet espace aux piétons et aux cyclistes. Donc, les voitures y auront une place moins conséquente, ne pouvant aller que dans un sens, par exemple, à une vitesse limitée et un accès réservé aux résidents du centre ancien. Donc, pour ce faire, certains espaces de parking seront prévus à plusieurs endroits dans le centre ancien. Cette première phase, cette première étape vise à requalifier l'espace public qui devient donc commun et ouvert. On en parlera un petit peu plus précisément par la suite. Donc, cette deuxième phase relève de la problématique de la désertification du centre-bourg et par conséquent de la vacance du bâti. Donc, je propose dans la zone de travail de réhabiliter 3 bâtiments vacants. Donc, celui-ci qui était un logement et ces 2-là qui étaient des commerces, toujours dans le même système, en suivant la hiérarchie imposée à l'époque. Donc, parlons un petit peu plus précisément de cette réhabilitation. Donc, le premier bâtiment est une ancienne ferme dans laquelle est intégré dans le projet de réhabilitation, donc dans les étages, de nouveaux appartements. Et au rez-de-chaussée, dans la continuité du projet qui est ouvert, le rez-de-chaussée devient public et intégrant un passage vers la deuxième phase du projet, dont on parlera juste après. Les 2 autres bâtiments fuient des commerces, comme je l'ai dit, une pharmacie et un restaurant. Donc la pharmacie qui se trouve ici et le restaurant en fond, restaurant qui fut une institution à Mathé. Et afin de répondre aux différents besoins actuels, je propose dans l'ancienne pharmacie d'intégrer une coopérative paysanne pouvant s'ouvrir sur la rue les jours de marché. Et concernant l'ancien restaurant, le projet va développer un programme expérimental de maisons intergénérationnelles permettant de créer des rencontres entre personnes âgées et plus jeunes, espace qui n'existe actuellement pas dans le village. Donc, grâce à la réhabilitation de ce bâti ancien, il est possible de commencer à loger de nouveaux habitants, mais surtout de donner une nouvelle dynamique au sein du centre ancien.
Afin de passer à la seconde phase du projet, il est important que je vous parle de ce qui a initié, de ce qui initie et de ce qui porte le projet dans son développement. C'est le sol, la question du sol. Les deux phases partent d'un élément qui est hyper important, de leur base commune, donc qui est le sol. Le sol où va s'appliquer le projet et où le projet va devenir commun. Donc, afin d'accentuer ce changement, il va devenir commun afin d'accentuer le changement d'usage, passant d'un espace réservé à la voiture à un espace partagé et mutualisé. Donc, le sol qui est aujourd'hui scindé et segmenté va s'ouvrir, devient poreux au niveau des rez-de-chaussée. Le sol devient alors commun à tous, il devient libre de passage et contient des programmes allant dans ce sens, comme on l'a vu déjà pour la partie de la réhabilitation. Dans la phase 1 du projet, donc les rez-de-chaussée sont réhabilités en programme public. Et dans la phase 2, donc qui est en fond de parcelle, les rez-de-chaussée sont libres grâce à un bâti qui est surélevé, accueillant des jardins partagés, des espaces ouverts, des potagers, des espaces de rencontre et de détente qui sont un petit peu plus intimes. En fait, cette notion d'intimité est plus ou moins forte entre l'espace de la rue, les chemins, et le centre au fur et à mesure. Et les espaces rapprochés des lieux publics, donc passant d'un espace public, faisant passer en fait la personne qui va, enfin, faisant passer dans le projet, donc d'un espace public à un espace collectif, ou ensuite d'un espace commun à un espace partagé, allant jusqu'à l'espace vraiment individuel. Donc il y a une notion gradient de l'intimité au sein du projet, au sein du projet, en tout cas au niveau du sol. Donc, le sol devient alors un espace des possibles grâce à cette mutualisation. Les parties qui sont dites vides aujourd'hui et qui ne sont que des lieux de passage sont totalement requalifiées. Et l'enjeu est donc de ne pas conserver ces simples enclos séparés des uns des autres, mais bien de les instituer en un lieu de cohabitation où chacun pourra l'apprivoiser suivant sa sensibilité. La question du sol est donc majeure dans le projet, comme vous pouvez le comprendre. Le sol devenant commun à tous devient donc porteur du projet et il lie toutes les interventions du projet en se diffusant au rez-de-chaussée. Donc, je vais maintenant m'attarder sur la dernière phase qui soulève une autre problématique cruciale pour les villages en croissance. Quelle alternative au pavillonnaire afin d'accueillir la croissance démographique du village en cessant de s'étaler sur les terres? Donc, afin de proposer une piste répondant à cette problématique, qui est une problématique de grande ampleur, le projet vise à densifier afin d'accueillir cette croissance tout en limitant l'artificialisation des sols. Donc, plusieurs étapes dans le projet ont été mises en place pour pouvoir répondre à cette problématique. Et il vise aussi à repenser la place de l'espace public dans un type d'habitat qu'il exclut complètement aujourd'hui, et à repenser l'articulation entre la sphère de l'intime et celle du commun. Donc, pour densifier tout en limitant l'artificialisation du sol, il est important de commencer par le développement du projet qui se fait en séquence. En effet, on part d'un premier parcellaire, donc celui de ce bâtiment qui a déjà été réhabilité dans la phase 1 du projet. On commence en utilisant donc le parcellaire qui lui appartient à disposer, à construire un ensemble. Puis, au fur et à mesure du temps, les autres parcelles sur le fond sur le fond de cette zone, en tout cas, vont devenir de plus en plus vacantes et de plus en plus disponibles. Et au fur et à mesure, on va construire au fur et à mesure donc de nouveaux ensembles sur le fond de la parcelle. C'est quelque chose d'assez modulaire. La proposition qui est ici est vraiment une proposition de densification assez, c'est celle que je propose en tout cas. Et donc, pour artificialiser, pour limiter au maximum l'artificialisation du sol, il y a plusieurs techniques. Donc, la première, c'est la forme architecturale de cet ensemble qui répond à cet objectif parce que le bâtiment est donc surélevé, il est sur pilotis et laisse à son rez-de-chaussée un espace de vie ouvert et commun à tous. La deuxième solution est de s'implanter sur des espaces qui sont déjà urbanisés, qui sont déjà artificialisés,
Donc, comme ici, par exemple, des cabanons ou comme ici sur un pavillon existant. Donc, on se sert toujours de l'existant, mais surtout de cet espace qui est déjà artificialisé pour ensuite disposer un nouvel ensemble. Et ensuite, pour repenser la place de l'espace public au sein des espaces privés, va se décliner 3 manières d'habiter. Donc, à l'échelle du bâtiment d'un ensemble que l'on voit ici, les 3 manières d'habiter, on peut commencer par celle du commun au rez-de-chaussée, dont on a déjà parlé au niveau de la mutualisation du sol. Donc, cet espace rez-de-chaussée qui est totalement ouvert et qui est vraiment qui est partagé, qui est un espace de rencontre. Puis dans les étages, où va se mélanger et coexister des espaces qui sont semi-privés, toujours partagés, et des espaces privés. Je m'explique. Au centre du bâtiment, on a cet espace qui est un espace partagé, totalement partagé, entre les habitants de ce même ensemble. Et autour de cet espace partagé va graviter des espaces privés, totalement privés. Donc, en fait, je les ai appelés sont des bases de vie, des unités d'habitation que je vais vous décrire de suite. Voici des petits zooms sur ces unités de vie. En fait, donc on a plusieurs typologies. On en a 2 précisément. On a un espace de vie pour 2 personnes, puis un type de joker room. Par exemple, si un couple veut venir s'intégrer dans un des ensembles, il peut avoir une unité de vie, une unité d'habitation. Et puis, si c'est un couple avec enfants, il peut avoir une unité d'habitation avec une joker room. La joker room permet réellement de proposer un espace qui n'existe pas forcément dans l'habitat individuel, en tout cas dans le pavillonnaire. C'est un espace en plus, un espace que l'on peut utiliser de façon assez libre et qui pourrait être, on peut l'imaginer, partagé par les habitants de ce même ensemble. Donc, le projet que je propose aujourd'hui, que je propose, répond alors aux problématiques soulevées en proposant un projet de redynamisation du centre ancien et de densification de l'habitat. Grâce à la réhabilitation du centre ancien, le projet questionne la façon d'habiter les structures héritées sans faire table rase du passé, en adaptant d'anciennes typologies à un nouveau mode d'habiter. Et le projet, à travers le sol, recompose et redéfinit totalement l'espace public, questionnant ainsi la notion d'usage et de l'espace commun. Puis, grâce au projet de densification, un nouveau mode d'habiter est proposé et est une solution répondant aujourd'hui à un nouveau changement de paradigme social. Donc, le projet prend en compte l'histoire, le lieu, le milieu, sa mutation et propose un projet pour le faire évoluer en passant par des pratiques sociales renouvelées. Et je vais terminer avec ça. Il y a quelques mois de ça, donc dans la même optique que l'exercice du jour, j'ai eu l'opportunité de présenter mon travail au conseil municipal du village de Mathé. Le projet fut apprécié et a ouvert beaucoup de débats et de discussions sur la transition écologique en tout cas. Je vous remercie pour votre écoute et je laisse maintenant la parole à Florian et Carlos. Merci beaucoup, Valoris, pour cette présentation très claire et très précise. Sans tarder, donc, je passe la parole à l'équipe nancéenne. Donc, Florian, Carlos et Marie-Aline, la parole est à vous. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfaitement. Donc, de façon complémentaire à la réflexion de Valoris, on va continuer à s'intéresser aux territoires sous emprise ou sous influence démographique importante, car pour nous, ils ont une importance capitale dans les projets de transition. En effet, on le verra, et ils disposent majoritairement des ressources nécessaires à nos sociétés, donc c'est-à-dire les ressources en eau potable, en bois, mais également en main-d'œuvre et en terres arables. Donc, on va présenter notre projet de fin d'études soutenu à Nancy, en trinôme avec Marie-Aline, mais qui ne peut pas être présente, mais qu'on représente. Donc, le projet s'appelle « Habiter la frontière franco-luxembourgeoise en 2050 ». Il constitue un scénario prospectif qui teste des hypothèses, met en place des dispositifs et alimente des réflexions en cours sur le territoire. Donc, justement, les réflexions en cours sur le territoire sont les suivantes. Il y a toujours la consultation internationale Luxembourg en transition,
à l'échelle de la grande région, donc des communes de Belgique, France, Allemagne et donc Luxembourg. Donc, on a intégré le groupement mené par TVK, groupement pluridisciplinaire. Et on a aussi intégré la mission de préfiguration IBA au sein du GECT Alzette Belleval, où nous avons participé notamment aux ateliers du territoire. Donc en réalité, notre projet il considère pleinement 46 km de frontière entre la France et le Luxembourg. Mais vous le verrez, on a navigué assez librement dans les différents cadrages et les différentes échelles pour ancrer justement notre scénario au plus près de la complexité et de la dimension multiscalaire d'un projet de transition. Donc ne soyez pas surpris par les allers-retours dans les échelles, ça sera moins un entonnoir qu'avec Valoris, mais c'est un exercice mental. Donc rapidement, sur l'épaisseur frontalière qui constitue notre objet d'étude premier, des rivières et ruisseaux sillonnent des vallées transfrontalières et dessinent des plateaux agricoles ou forestiers. Ces sillons ont été appropriés par l'industrie sidérurgique qui a canalisé les cours d'eau et placé des logements pour sa main-d'œuvre dans le sillon et parfois dans les coteaux boisés quand c'était possible. Ces villes industrielles ont d'abord rendu, en tout cas ces usines industrielles ont d'abord rendu les petites villes majeures du territoire peuplées et dynamiques. Puis, progressivement, à la fin des années 60, avec le déclin de la sidérurgie et l'envolée de l'économie luxembourgeoise, l'industrie s'est accrue, l'urbanisation s'est accrue sur le territoire. Ce qui est important de remarquer, c'est que dans ce deuxième temps, cette urbanisation s'est plus fait au contact des pôles majeurs, mais c'est fait au contact des communes périurbaines, mitant de fait le territoire et la population sur le territoire. Donc, la frontière, normalement, c'est une limite administrative qu'on ne peut pas voir, mais on va voir qu'en fonction de certains indicateurs d'analyse, elle réapparaît et surtout, elle met en exergue différents modèles de politique entre deux pays. Par exemple, sur la question des ressources, on se rend compte que la France est davantage un pays extracteur de matières premières, quand le Luxembourg est davantage un consommateur ou un constructeur. Sur la question agricole, le Luxembourg a une politique qui est basée sur l'industrie bovine, donc la production de lait et de viande, et ça se traduit dans le paysage par de larges surfaces de prairies. Quand en France, la politique est plus tournée vers les grandes cultures, avec les cultures symptomatiques d'une agriculture intensive qui sont le blé, l'orge et le colza. Donc, vous le savez sûrement, l'économie luxembourgeoise est basée sur l'emploi de centaines de milliers de frontaliers et une fiscalité assouplie, ce qui génère un dérèglement sur le territoire avec de nombreuses offres d'emploi côté luxembourgeois et un vide assez sidéral du côté français. Il y a aussi un facteur important, c'est la différence des loyers et des salaires qui repousse la population et les revenus moyens vers les franges d'abord françaises, puis périurbaines françaises. Et justement, ces communes périurbaines, elles s'organisent autour des pôles majeurs du territoire qui catalysent, qui sont des catalyseurs d'attractivité, donc de services, d'emploi, de différents programmes publics. Et donc, il en ressort une logique d'influence métropolitaine centripète. Si c'est pas condamnable en soi, on va voir qu'il y a un certain nombre d'effets pervers à ce système d'influence. Les premiers sont assez évidents, sont les mobilités pendulaires nécessaires pour se rendre au travail tous les jours, ce qui génère un certain nombre impressionnant de congestion le matin et d'accidents. Et cette dépendance à l'automobile, elle se traduit également sur le paysage, avec à la frontière des aberrations qui incarnent ce qu'on pourrait appeler le fossil landscape, ou le paysage pétrolier, donc des endroits où des stations essence s'amassent le long de la frontière justement pour le tourisme à la pompe. Alors qu'on pourrait penser qu'un report modal est nécessaire pour assouplir cette dépendance à l'automobile, on se rend compte que le réseau ferroviaire est lui aussi saturé et c'est sûrement un changement de système global qu'il faut imaginer. Et pourtant, l'emploi progresse toujours continuellement au Luxembourg, ce qui génère une périurbanisation, en tout cas une périurbanisation qui s'intensifie. Et donc, ça se traduit par des zones commerciales qui sortent de terre, des lotissements pavillonnaires qui grignotent toujours les terres agricoles au gré des opportunités foncières et des villages qui s'uniformisent quand l'architecture et les liens sociaux se banalisent. Donc, le bilan est assez alarmant. Donc, le Luxembourg a un bilan en carbone de 17 tonnes d'équivalent CO2, frontalier compris. Et quand on regarde les différents plans climat qui visent la neutralité carbone à l'horizon
2050 avec un temps de passage à 6,5 tonnes de CO2 par habitant par an en 2030. On se rend compte qu'on en est encore loin. Donc, il est tout à fait légitime de vouloir rééquilibrer sur le territoire, de retrouver un équilibre d'attractivité, de dynamisme et d'avoir une forme de réciprocité territoriale. Et comme il est largement venu le temps de faire, on a cherché à mettre en place des leviers de projet. Et donc, pour ce faire, on s'est fait accompagner des étudiants ingénieurs agronomes de l'ENSAIA à Nancy. Et avec eux, on a réfléchi à construire une armature de biodiversité qui serait transfrontalière. Donc, on a repéré des trames de biodiversité potentielles entre les différentes masses boisées, donc qui sont des noyaux de biodiversité certains. On a posé la question de l'eau et de son infiltration dans le sol. On a également projeté une stratégie agricole qui diversifie les cultures, les rotations, qui s'appuie sur les besoins nutritifs humains et sur la composition des sols. Enfin, on a projeté une structure communale avec ce qu'on a appelé des alliances de communes afin de projeter des bassins de vie de proximité. Donc, ceux-ci ont été pensés en fonction de caractéristiques programmatiques, paysagères et de distance-temps entre les communes. Mais comme ces différents leviers de projet n'ont pas de matérialité concrète ou physique, formelle, on les a concrétisés sur le territoire à travers ce qu'on a appelé des expérimentations situées. Donc, on va en présenter plusieurs ce soir et je laisse la parole à Carlos pour présenter la première. Bonjour à tous. La première expérimentation nous permet de proposer une manière d'instaurer une stratégie de proximité dans le territoire comme réponse au déséquilibre d'équipement et d'attractivité qui existent aujourd'hui. Donc, pour penser cette stratégie, on a développé l'outil du kit de proximité qui a l'objectif d'introduire des espaces essentiels pour la vie quotidienne dans des rayons temporels différents selon leur importance, qui soient accessibles par des mobilités soutenables afin que toutes les communes soient dans un bassin de vie de proximité qualitatif. La mise en place du kit se fait à partir des opportunités foncières, soit sur plusieurs petites interventions ou sous la forme du volume capable. On applique ce kit à l'échelle des alliances de communes, avec premièrement un repérage des équipements et services existants, et puis de la présence et efficacité des mobilités soutenables. Donc, ces repérages permettent ensuite de faire un travail d'acupuncture territoriale pour introduire les programmes manquants qui se complémentent à l'échelle non seulement d'une alliance, mais du territoire. Ces nouveaux programmes sont aussi accompagnés d'une stratégie de mobilité soutenable qui inclut un réseau de transport public qui dessert toutes les communes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et aussi un réseau de pistes cyclables multifonctionnelles à partir des anciennes voies ferrées et autres voies secondaires peu utilisées. On a pu constater, par exemple, des distances de 10-15 minutes entre les communes à vélo, et donc c'est un vrai potentiel à exploiter. La deuxième expérimentation nous permet de concrétiser cette stratégie à l'échelle d'un des villages dans une alliance de communes, en ce cas le village de Bure dans la commune de Tressanges. Ce village partage les caractéristiques de la plupart du territoire, composé principalement de l'habitat individuel qui s'étale de plus en plus, avec quelques équipements qui ne sont pas bien exploités, et une dynamique de village dortoir où les gens travaillent et font leurs activités ailleurs. On cherche donc à revitaliser ce village à partir d'une série d'interventions qui se complémentent. On a travaillé sur des enjeux observés non seulement à Bure, mais qui sont récurrents sur le territoire, et on a choisi de citer des projets à partir de ces observations. Un des enjeux, c'est les traitements des cœurs d'îlots, des grands espaces qui ne sont pas toujours exploités au maximum. Dans ce cas, c'est dans les centres anciens du village, occupés historiquement par des jardins productifs qui aujourd'hui sont plutôt d'agrément et qui sont le résultat d'un découpage parcellaire lié aux besoins de l'époque. Avec ce projet, on propose de transformer partie de ce cœur d'îlot pour créer un espace public productif de verger avec aussi une halle polyvalente centrale pour des marchés ou d'autres activités. Vu qu'il s'agit des parcelles privées initialement et que la participation des propriétaires n'est pas garantie, le projet peut prendre plusieurs formes
en s'adaptant aux opportunités et au niveau de participation. Dans d'autres cas, comme on peut voir ici, on peut proposer plutôt une densification en cœur d'îlot pour introduire des nouveaux logements, avec aussi des espaces communs pour le partage et la production. Ensuite, pour introduire les programmes nécessaires repérés grâce au kit de proximité, on propose la création d'un volume capable. C'est un bâtiment capable d'accueillir plusieurs programmes et qui peut évoluer et s'adapter aux besoins du village. À Bure, avec un 20% d'actifs transfrontaliers, il offre, entre autres, un espace de télétravail pour éviter les longs déplacements quotidiens. Le bâtiment, qui a l'objectif de devenir espace des rencontres et d'activer le village, prend comme inspiration, pour sa conception, l'ancien bâtiment de la mine qui jouait ce rôle à l'époque. Il ne s'agit pas uniquement de mettre en place un bâtiment ou un projet, mais de créer un espace de vie qui met en dynamique l'existant, comme l'église ou le terrain sportif de l'école dans ce cas, et qui fait valoir aussi la dimension publique et commune de l'espace. Enfin, un autre enjeu qui a été traité, c'est le cas de la lisière, qui se présente souvent comme une rupture d'interaction entre l'urbain et l'agricole, mais il s'agit d'un espace à fort potentiel pour la production locale et pour les dynamiques de proximité à échelle territoriale. Dans ce sens, on propose des lisières agri-urbaines aussi comme des espaces de vie, accueillant des zones productives, des parcours de mobilité douce et parfois des programmes variés. Avec ça, je laisse la parole à Florian pour continuer avec la troisième expérimentation. Donc pour cette troisième expérimentation située, il s'agit d'interroger le développement périurbain des communes françaises sous influence en mettant le sol et les acteurs au centre de la réflexion. Donc le projet se saisit du cas de Villers-la-Chèvre, une commune de 600 habitants qui, de par sa banalité et ses aberrations, incarne et cristallise finalement les enjeux du territoire. Donc en allant en contact des différents acteurs de la commune lors de son élaboration, le projet se veut également support d'échanges, de débats et fait émerger de nouvelles perspectives lors de sa restitution en conseil municipal. Donc le projet part du constat suivant. Aujourd'hui, et encore plus dans les communes périurbaines, le sol est considéré comme une nappe foncière constructible ou cultivable, dite artificialisée ou dite naturelle. Et les seules valeurs pour estimer ces sols sont la valeur financière et la valeur productive. Mais pour considérer autrement le sol et faire valoir son capital ressource, le projet a imaginé différents indicateurs pour justement mesurer la richesse des sols dans son épaisseur. Donc, par exemple, la biodiversité, sa quantité de biodiversité qu'il abrite, sa qualité au sens agronomique, donc sa productivité, mais aussi sa continuité qu'il génère dans le territoire, la sociabilité qu'il permet et sa capacité à séquestrer du CO2. Et donc, à partir de ces considérations, ces indicateurs, des archétypes sont imaginés allant de l'agriculture intensive au parc agro-urbain et du lotissement dortoir au lotissement nourricier. Donc, de cette nouvelle considération naît une double réflexion qui serait de dire, au vu des faibles indicateurs de l'agriculture aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est déjà un processus d'artificialisation des sols, car ils perdent la capacité d'auto-entretenir des cycles naturels et d'abriter une biodiversité qui lui est propre. Et donc, on serait en mesure de nuancer l'injonction émise par le plan biodiversité 2018, donc, qui est la fameuse ZAN, donc la zéro artificialisation nette des sols, en estimant que un lotissement pourrait vouloir voir le jour dans la mesure où différents critères, ou en tout cas la richesse du sol, soit motivée, contrairement à ce qui est un champ aujourd'hui. Donc c'est une nuance qui pourrait être apportée. Donc l'archétype du parc agro-urbain prend naissance avec les principes du bocage, utile pour penser la régénération des sols agricoles pollués. Donc les lisières ou encore les haies bocagères protègent les animaux et les cultures du vent et de la chaleur, permettent l'infiltration de l'eau dans le sol, stockent du carbone et évidemment favorisent la biodiversité. Donc ce sont les services écosystémiques qui sont convoqués et qui vont permettre progressivement d'aller vers un modèle d'agroforesterie et de se passer des intrants chimiques aujourd'hui. Donc c'est un modèle qui se met en place progressivement à l'échelle du territoire dans le temps et qui est accompagné, en tout cas qui est accompagné par des architectures qui ponctuent des itinéraires de promenade existants et ça a fait un paysage vécu. Donc ces architectures sont par exemple un gîte autonome, des haltes pédagogiques ou encore un observatoire de biodiversité et des architectures servantes
se réaccaparent le bâti vacant du village. Par exemple, un volume agricole capable permet la gestion du matériel des employés pour les haies, et un atelier de compostage transforme la matière organique en engrais pour les réinjecter dans les circuits courts du village. Enfin, le modèle du lotissement nourricier est expérimenté au sein d'une parcelle que la commune souhaite prochainement urbaniser. Donc, en premier lieu, c'est l'historique et la richesse des sols qui posent les premiers dessins de la planification du lotissement et qui dessinent les premiers vergers et prés en pâture. Il est important de noter que ce lotissement fonctionne avec des poches de stationnement collectif, ce qui va être important pour la suite. Donc, si on laisse de côté la planification, c'est plutôt pour s'intéresser à la question des frontages, donc l'espace entre l'espace public et l'espace privé. Et aujourd'hui, systématiquement, dans les PLU, on impose un recul de 5 mètres. Donc, un recul de 5 mètres, c'est le stationnement d'un véhicule. Et en plus, comme on a de moins en moins envie de s'occuper en tout cas d'entretenir sa parcelle, on bituminise le devant de sa maison, et ce qui en fait des rues stériles de deux façons, stériles dans la matérialité et dans les rapports sociaux. Et le projet propose de s'inspirer des usoirs lorrains d'antan, donc c'était ces larges trottoirs publics, mais dont les fermiers paysans s'appropriaient en disposant les récoltes, parfois le bétail ou encore le matériel agricole. Donc, fort de cette étude des usoirs lorrains, le projet propose de placer devant des logements en bande, une bande publique appropriable par les habitants dans la continuité du logement. Donc, de manière volontaire, les jardins sont beaucoup plus petits qu'à l'accoutumée. Et dans ce sens, le projet propose que les potagers normalement placés à l'arrière de la parcelle viennent au contact de la rue et des passants, ce qui permettrait d'ailleurs aux habitants, pourquoi pas, de substituer son entretien avec les voisins ou encore l'employé communal. Mais finalement, cette bande appropriable, il est important de la laisser perméable, mais elle peut devenir, que sais-je, un skatepark pour les enfants, un atelier de bricolage, une terrasse ou vraiment tout ce qui sera utile pour les habitants. Donc, on peut aussi mentionner la présence d'un carport latéral qui incarne une réserve foncière certaine pour les habitants en fonction des évolutions de la place de la voiture dans notre société, et qui pourrait devenir un petit logement individuel ou simplement une dépendance à la première maison ou encore une extension. Et tout au long de la démarche, en dialoguant avec la commune, c'était intéressant de réfléchir à la mise en place de ces différents dispositifs. Donc, en scénarisant, ici, le choix a été fait de scénariser une société d'économie mixte locale qui réunit la commune, les agriculteurs, les commerçants, les habitants, la coopérative agricole et les différentes associations, pour mettre en place un développement autosoutenable dont les retombées sont profitables à tous. Ces retombées, elles concernent tant des récoltes de fruits et légumes que de mètres linéaires de haies bocagères, que du carbone séquestré ou encore des emplois créés. La dernière expérimentation cherche à montrer une stratégie de transition agricole inscrite dans la vision du projet territorial. La commune de Morfontaine, une commune séparée en deux entités construites avec une coopérative agricole entre les deux, offre l'opportunité de démontrer spatialement le caractère de l'aménagement dans l'évolution des modes de consommation. Le domaine de l'alimentation et de l'agriculture intensive représente un quart des émissions de gaz à effet de serre du territoire français et donc joue un rôle majeur dans le changement climatique. De ce fait, on a cherché à décliner les stratégies agricoles sur différentes échelles et avec différents dispositifs afin de générer des conditions qui sont favorables à créer favorable à un fonctionnement durable et local de la production. Par exemple, à l'échelle individuelle, afin d'instaurer des habitudes de consommation responsables, on a recherché le potentiel productif du parcellaire existant. Une partie du projet repose alors sur la motivation d'intégrer l'agriculture dans le mode de vie quotidien des habitants, et une autre potentiellement sur des expérimentations avec des systèmes de coalition habitants-agriculteurs ou habitants-communes pour l'exploitation productive des parcelles habitées. Puis, pour enclencher une transition agricole vers des pratiques plus durables,
on a changé d'échelle et de cadrage. On a cherché de comprendre les structures paysagères, la composition des sols et les trains potentiels affirmés sur le site, en partant de l'écoulement de ceux de pluie et des corridors de biodiversité. Ensuite, après analyser à l'échelle des parcelles agricoles, on a cherché à limiter la taille des terres en monoculture à 8 hectares maximum. Et on a instauré une rotation de cultures pour entretenir la richesse des sols. Une moue agricole est aménagée, collectant les eaux de pluie et créant un écosystème favorable à la biodiversité du plateau. Et aussi, une culture des roseaux est envisageable pour la production de matériaux biosourcés. Enfin, pour le projet de l'évolution de la coopérative céréalière existante, on est parti des 12 points clés de l'agroécologie pour sortir les nouveaux programmes à introduire dans cette coopérative qui vont complémenter ceux qui existent déjà. On propose alors un espace accessible au public qui conserve sa fonction de stockage et de logistique d'une coopérative. Le projet se découpe en 2 espaces, la cathédrale qui abrite les silos céréalières existants et les nouvelles constructions qui vont accueillir les nouveaux programmes. Ces nouvelles constructions ne sont pas toutes faites en même temps, mais au fur et à mesure que les pratiques s'adaptent. Et de cette manière, l'ensemble de la cathédrale et les nouvelles constructions rendent visible l'évolution de pratiques des techniques agricoles dans les territoires. Et je laisse la parole une dernière fois à Florian pour finir la présentation. Donc, pour conclure notre présentation, et surtout dans notre travail, on a souhaité faire un pas en arrière et revenir à l'échelle de l'ensemble du territoire. Et on a extrapolé l'ensemble de nos dispositifs à l'ensemble de l'épaisseur frontalière. Et on s'est aussi prêté au jeu ou en tout cas, on s'est risqué au jeu de la métrique carbone tout au long de l'exercice en essayant de comprendre comment nos dispositifs pouvaient faire évoluer le bilan carbone. On a été surpris de voir à la fin que l'armature de biodiversité et l'armature communale réunies pourraient permettre d'économiser pas moins de 14 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an sur ce cadrage, et que 3 hectares de foncier libre étaient disponibles par commune pour implanter les fameux carences en programme. Et donc, le projet ambitionne de changer l'influence métropolitaine et plaide pour une réciprocité territoriale plus importante, avec un équilibre de dynamisme plus fort, non pas dans une concurrence avec la question de la ville, mais plutôt pour retourner vers la question des ressources du territoire, et parce qu'on pense aussi que les projets de transition doivent aussi se faire et surtout se faire en partant du territoire. Et finalement, on s'est rendu compte que le projet qu'on proposait était des fois technique, parfois trop et sûrement qu'il nous échappait. Et on a souhaité aussi le communiquer à un public non initié. Et donc, on l'a traduit en un jeu de société qui s'appelle Agropoly, donc un Monopoly éco-responsable, où le facteur carbone est déterminant pour le jeu des joueurs. Et donc, il est disponible dans une commune de l'Alliance et emprunté par les habitants. Et finalement, nos travaux posent la question d'un urbanisme post-métropolitain en réaffirmant des territoires délaissés. Cette vision nous interroge sur les évolutions de nos pratiques dans un contexte de transition territoriale et sociale nécessaire au vu des enjeux climatiques. Merci. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Et merci aux 2 équipes, à tous les étudiants, à tous les 4 étudiants qui ont travaillé. Je trouve que c'était une très belle présentation et très riche. Et évidemment, il y a plein de questions qui sont soulevées. Donc, je vais laisser Pierre-Janin entrer en matière et lancer le débat et les critiques et les discussions. Pierre, à toi. Oui. Donc effectivement, alors après, ce qui est aussi intéressant, c'est que on a déjà pu échanger aussi ensemble et j'ai déjà pu assister aussi à la présentation des projets. Et c'est vrai que je trouve dans les 2 projets qui sont présentés, il y a plusieurs fils ou liens ou questionnements, plutôt interrogations à tisser, qui ont été énoncés aussi au début en introduction.
Et pour moi, enfin, on pourrait dire dans les deux ou trois grandes thématiques un petit peu qui ressortent, des deux projets qui ont été présentés finalement pour essayer de dégager une vision un peu, on pourrait dire presque synthétique ou en tout cas interrogative, c'est quand même un petit peu cette notion et cette question de la transition, mais justement de se dire finalement, je trouve que les questions qui sont posées là sont celles de se dire comment on réhabite, ou on habite, ou on prête de nouveaux intérêts à des territoires, ça a été dit, soit oubliés, délaissés ou peu mis en évidence, et surtout en les considérant autrement que pour une seule et même unique fonction. Et quelque part, peut-être aussi en sortant un petit peu de des notions classiques de planification qui sont malgré tout encore à l'œuvre, avec des découpages sectoriels et monofonctionnels qui, quelque part, on s'en rend compte, quelque part, tendent à appauvrir les potentiels et les richesses des territoires. Et dans les deux projets, je trouve, qui sont montrés, à la fois d'un côté à l'échelle du territoire et ensuite à l'échelle des centres-bourgs, je trouve qu'il y a ces interrogations-là. Dans le premier projet, il y a cette question aussi, je trouve, de l'héritage et du patrimoine peut-être aussi au sens large, mais de se dire et de reconnaître finalement qu'il y a eu des manières différentes d'habiter au fil des siècles et de s'approprier les territoires, avec justement des implications peut-être et des liens au territoire peut-être beaucoup plus riches et plurifonctionnels. Ce qui était montré, c'est qu'il y avait les centres-bourgs, les couronnes et les premières périphéries qui étaient plutôt vivrières. Et finalement, nous, c'est aussi ce qu'on constate dans nos études, c'est que c'est avant tout, avant les territoires agricoles productifs, ce sont ces territoires-là de proximité, de production nourricière, qui ont été quelque part, qui ont disparu, en fait, des paysages et de nos manières et des fonctionnements collectifs aussi qu'on peut avoir d'habiter. Et ce qui a aussi disparu et ce qui tend aussi à disparaître, je trouve que le premier projet le montre bien, ce sont finalement ce rapport commun ou collectif qu'on peut avoir au sol et une manière d'habiter les espaces ruraux, urbains, les espaces dans leur entièreté, quelque part, de manière collective. Les raisons, on ne les connaît pas forcément. C'est d'une partie, c'est cette sectorisation qui a pu y avoir de par la planification urbaine notamment, en segmentant vraiment les zones A, les zones U, les zones N, et en coupant quelque part tous les liens et les potentiels qu'il peut y avoir, et même dans les zones U, des segmentations encore plus fortes entre les espaces d'habitat, les espaces de travail, les espaces de commerce aussi. Alors que finalement, c'est ce qu'on voit, c'est que la ville et les villages aussi, quelque part, leur histoire, la manière qu'on peut avoir de les habiter, de les vivre, ça a à se traduire d'une manière autre. Les cartes postales qui étaient montrées aussi sur les usoirs lorrains, on est, par exemple, sur cette catégorie-là, c'est-à-dire se dire qu'on a besoin d'espaces dont la plurifonctionnalité, quelque part, est nécessaire. Et c'est ça qui fait qu'on peut les habiter quelque part et en faire quelque chose. C'est se laisser part, quelque part, je trouve, à l'inattendu et à des possibles qu'on connaît ou qu'on maîtrise pas forcément. Et donc, du coup, je trouve que ce qui est dans ces deux projets, c'est un petit peu ce qui est montré, c'est que l'un des enjeux, pour moi aujourd'hui, les enjeux de la transition, justement, c'est à la fois de reconsidérer les sols, leur valeur d'usage, leur valeur productive et nourricière aussi, de ne pas s'intéresser seulement à l'étendue, c'est-à-dire à considérer uniquement que c'est du foncier disponible. L'exemple qui est montré dans le deuxième projet, le rapport simple entre le prix du foncier, prix agricole et prix des espaces, des superficies à urbaniser est assez éloquent du coup, dans ce sens, mais se dire aussi que oui, certes, il y a cette notion du foncier, mais au-delà et à plus long terme, il y a aussi une perception engagée du sol comme ressource, comme potentiel aussi économique et vivrier, qui est extrêmement fort et important et qui doivent être aussi des conditionnants de nos modalités collectives d'aménagement. Du coup. Donc cette notion, quelque part, je trouve que les projets interrogent là-dessus, sur le fait de se dire on n'a pas qu'à penser l'aménagement en termes de superficie, de plan et d'espace à imaginer, à structurer ou à penser, mais bien aussi
à penser en termes de verticalité et de valeur d'usage, de richesse et du sol aussi comme une potentielle ressource. Donc ça, c'est la première piste, je trouve, de réflexion qui est engagée. Et la deuxième aussi, je dirais, c'est vraiment celle de la question du maillage aussi. On l'a évoqué ensemble hier soir quand on discutait, et qui transparaît aussi un petit peu dans les projets, c'est que, et en lien aussi avec ce que je disais juste avant, c'est que finalement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, et nous, on le ressent vraiment dans les études qu'on mène, c'est qu'il y a un enjeu aujourd'hui à penser, certes, l'espace urbain, à penser l'espace urbain dans son maillage et ses interactions avec l'espace agricole et aussi avec l'espace naturel, et au-delà, à penser aussi l'espace agricole pour ces maillages et ces interactions-là. C'est-à-dire que souvent, on estime que l'espace agricole n'a pas à être imaginé, pensé et ou accompagné par des professionnels de la conception. Et nous, c'est ce qu'on essaye de défendre quand même depuis le début aussi de notre activité. C'est des questions quand même qui émergent aujourd'hui, qui sont vraiment portées, mais qui émergent, je dirais, de manière encore timide. Et un des intérêts aussi du deuxième projet notamment, c'est de commencer à aller travailler sur la question des haies, la relation aussi, l'interdisciplinarité, être allé travailler avec des ingénieurs agronomes, qui fait que aussi, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seul, nous, en tant qu'architectes, paysagistes, urbanistes, qu'on a à travailler, mais bien aussi avec d'autres professions, pour repenser un petit peu les systèmes ou écosystèmes à l'échelle des territoires, mais quelle que soit l'échelle, hein, quelque part, mais qu'on a vraiment à repenser, à repositionner. Et cette reconquête, on pourrait dire, des espaces, je pense qu'elle a à se faire et elle a à s'effectuer vraiment, d'une part par une pensée de projet et vraiment en incluant cette notion de maillage, de lien, d'hybridation entre les espaces et en allant au-delà des sectorisations entre espaces agricoles, naturels et urbains. Et voilà, et en repensant quelque part les articulations et le maillage, l'hybridation entre toutes ces entités et en se les appropriant quelque part de nouveau. Et enfin, ça tombe bien aussi voilà, sur la Fondation Braillard, où justement il y avait ce plan-là aussi qui avait été établi pour Genève et ses extérieurs, c'est-à-dire ses espaces aussi agricoles, avec une pensée quelque part de la continuité, de l'interrelation et des complémentarités. Et du coup, voilà, je pense que c'est très à propos en fait qu'il y ait ces projets qui se présentent ici et que justement, de manière assez juste finalement, ces questions-là soient identifiées de manière assez prégnante. Donc voilà, donc j'ai fait les 10 minutes et du coup, je pense qu'on peut… Alors par contre, je m'excuse par avance, je devrais partir à 7h-5 pour ma part. J'ai un train à prendre. Je faisais un oral cet après-midi sur la commune, avec le maire de Montpellier, pour justement la définition d'un parc agricole d'une centaine d'hectares en frange de Montpellier. Donc, c'est aussi pour montrer que, à la fois dans les espaces transfrontaliers, mais aussi à l'échelle des métropoles, aujourd'hui, c'est quand même vraiment des questions qui se posent et que cette question des lisières, elle ne se pose pas que dans l'espace rural, mais bien aussi, quelles que soient les échelles et finalement, quelle que soit l'échelle des espaces urbains aussi. Voilà. Merci, merci Pierre. Donc, probablement, je ne sais pas si tu as une question directe, vis-à-vis vers nos amis à poser, mais ça peut revenir. Déjà, c'est une première entrée en matière. Oui, pardon, juste en question directe et qui peut lancer la réflexion, ça a été évoqué, on l'a aussi discuté hier, c'est cette question de s'intéresser, à partir du moment où on s'intéresse aux territoires oubliés, finalement, qu'on considère comme oubliés, espaces ruraux et autres, quel est l'enjeu quelque part et quelle peut être la nouvelle redéfinition d'un équilibre territorial. Et l'autre question aussi, c'est que ce qui est évoqué, ce qui est présenté, c'est la question d'habiter l'espace rural et quelque part la question sous-jacente et qui me semble peut-être pas encore ou pas présentée en tout cas ce soir, mais je pense qu'il réfléchit dans les projets, c'est cette question qu'est-ce qu'on y fait aussi dans ces campagnes et dans ces territoires et comment quelque part aussi initier un véritable rééquilibrage potentiel des territoires et est-ce qu'au-delà, est-ce que ce rééquilibrage est bénéfique aussi ou pas? Est-ce que quelqu'un qui voudrait se lancer parmi les deux groupes dans des remarques, des questions-remarques de Pierre Janin?
Question de Volontiers. rééquilibrage. Oui, c'est qui Florian, oui. Oui. Merci pour ce retour. Vous parliez de quels sont les enjeux, et je crois que nos deux projets en parlent, en tout cas on avait cette démarche-là. Et pour moi, je pense qu'un des principaux enjeux, c'est d'aller vers les acteurs. Donc on dit c'est des territoires délaissés. Et moi, quand j'entends délaissés, c'est pas voilà, c'est pas qu'on ne sait pas qu'ils existent, mais plutôt l'ingénierie, les urbanistes, les paysagistes, les architectes n'y sont pas présents, et les décideurs locaux sont très peu en contact avec justement des discussions comme on en a ce soir, et donc ne sont pas sensibilisés à ces questions. Et donc pour moi, l'enjeu premier, c'est d'aller faire ce travail de débat, d'échange, ce qu'on a un peu fait, je pense, dans notre démarche, pour faire émerger de nouvelles perspectives, tout simplement de considération du sol, et aussi de leur faire dézoomer, je dirais, à l'échelle du territoire, au-delà des limites administratives de leur commune. Quel impact eux-mêmes ils ont sur le plateau agricole qu'ils partagent avec d'autres communes, ou qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place pour peut-être limiter les promoteurs de s'accaparer des lotissements, ou toutes ces questions au quotidien. Et moi, je m'en suis rendu compte, et sans forcément dire qu'il faut que tous les architectes aillent travailler dans le rural, il faut aussi sensibiliser, je pense, les maires, les responsables à l'urbanisme, à des moyens de faire autrement, et voilà, de faire émerger de nouvelles perspectives. Et peut-être, juste pour finir, après je laisse la parole, sur la question des enjeux, et vous l'avez dit, Pierre, c'est de s'entourer. Et on parlait de la verticalité. Nous, on aurait été bien incapable de présenter ce projet ce soir si on n'avait pas été entouré par des agronomes. Et donc, c'est de se dire de se mettre en équipe pluridisciplinaire pour nourrir le projet, mais se nourrir nous-mêmes. Enfin, on a appris beaucoup de choses à discuter avec d'autres professions sur le territoire. Et voilà, c'est tout. Valoris, peut-être une réaction? Oui, merci aussi pour ce commentaire très riche. En effet, je rejoins totalement Florian par rapport à cette question de notre rôle, en fait, de lancer le débat et, entre guillemets, de planter une graine. C'est en effet l'exercice auquel on s'est prêté en allant présenter nos projets dans les communes. Dans les communes sur lesquelles on a fait nos projets. Pour ma part, ça a été vraiment un exercice très, très enrichissant, et ça m'a aussi confrontée à la réalité du terrain, à la réalité du territoire sur lequel je travaillais. Je pense que pour Florian et Carlos, ça a été le cas aussi. Donc ça, c'est sûr que c'est un des enjeux qui est crucial. Après, un autre point dont vous avez parlé aussi, quant à la question de s'entourer d'autres domaines. En fait, on retourne un petit peu sur le... en fait, toute la question se fait autour des projets systémiques, dont moi, j'avais pu un petit peu travailler, comme je l'avais dit, sur un village, le village de Bellac, dans le Limousin, avec Paul-Emmanuel Loiret. Et on avait en effet fait un projet de cette façon-là, un projet systémique qui était du coup très riche et vraiment très, très complet, mais qui demande aussi beaucoup de temps. Et c'est peut-être une façon de faire qui, dans la pratique de l'architecte, n'est peut-être pas encore assez développée, certainement. Et le questionnement de l'habiter, en effet, est crucial aujourd'hui. On le sait, énormément de paradigmes sociaux, de changements de paradigmes sociaux ont eu lieu et ils vont encore avoir lieu. Donc c'est important de continuer de s'y intéresser. Et le travail sur l'espace public et sur le sol a été aussi, en effet, traité dans nos projets de différentes manières et de manière très riche. En tout cas, et autant pour Florian et Carlos, qui nous ont proposé énormément de solutions quant à cette problématique. Merci, Valoris. Et je propose pour les dernières minutes d'ouvrir un peu la discussion. Je vois, j'encourage tout le monde, on ne peut plus vous obliger, vous êtes tous des adultes et vaccinés, j'espère que vous êtes vaccinés, mais d'ouvrir vos écrans pour entrer quand même dans la salle, vraiment, et ne pas rester derrière la télé, parce que c'est moins sympathique pour tout le monde.
Et ça permet aussi de commencer à créer visuellement ce qu'on pourrait appeler une communauté de pensée, ce qui est pour nous fondamental à la Fondation. Et on est en train de discuter des choses qui peuvent changer la manière de travailler et les territoires et aussi nos professions. Donc, vaut mieux qu'on se voit. C'est plus sympathique et c'est plus humain. Donc, je vois évidemment Alain Guez, je sais, qui a suivi l'équipe d'enseigne. Il y avait Nicolas Femme, qui est d'ailleurs un Genevois qui avait aussi suivi les valoristes, qui n'est plus là, je crois. Il y a Marc Verdier, il y a Gwenaël, Junino, il y a plein de monde qu'on reconnaît, qui avec nous accompagne dans cette discussion depuis très longtemps. Et Marie-Claude Alibar aussi, ça fait longtemps. Donc, qui voudrait se lancer? Qui a envie d'entrer? Pour moi, la discussion, enfin, d'abord, c'est un grand merci pour avoir ouvert une problématique jusque-là, les écoles d'architecture n'osaient pas toucher. Et donc, Marc, Alain, Gwen, oui, Marc, vas-y. Non, mais c'est sûr, nous, en plus, à Nancy, c'est vrai qu'on est assez engagé sur des questions de ruralité avec une chaire de recherche sur laquelle Gwenaël est très, très présente et Alain rebondit aussi sur ses travaux dans celui-là, mais dans d'autres domaines aussi, sur les mobilités, etc. Non, simplement, je pense que tout ça renvoie, et du coup, moi, je connaissais le travail de Florian, Carlos et Marie-Aline, évidemment, mais je découvre le travail sur le Doubs et je pense que tout ça renvoie à une question qui me semble être de plus en plus présente dans les métiers de façon générale, mais en tout cas les nôtres sur l'aménagement, qui est la question pour moi, je vais le dire d'une certaine façon, qui est pour moi les trois significations de la Terre. C'est-à-dire qu'on a la Terre, et ça a été présenté tout à l'heure, qui est la notion à un moment donné, la conscience qu'à un moment donné, il faut qu'on préserve la capacité de la Terre à accueillir l'homme, avec un grand T et un grand H de façon générale. Et donc, il faut qu'on passe pour le Luxembourg de 17 tonnes de CO2 par habitant à 2 ou 3 ou 4, enfin je ne sais pas combien. Et tout ça, enfin 6 ou 6,7 en 2030, mais 2 en 2050. Et ça, c'est un sujet absolument stratégique. Il y a la Terre qui est finalement le sol vivant. Et là, on parle du vivant. Et je trouve que là, c'est très intéressant parce que c'est ce qu'on a retrouvé avec les agros et ce que vous avez évoqué au niveau du mot sol. Mais pour moi, le sol, derrière ça, je mets le vivant. Et donc, c'est la terre au sens du vivant. Et puis, il y a la terre, je trouve que Florian a utilisé un terme que je trouvais assez subtil, qui était la nappe foncière. C'est-à-dire finalement, la terre telle qu'on l'a pensée peut-être depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire comme un support foncier, c'est-à-dire une quantité d'espace disponible. Et le vrai sujet, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est de faire se rencontrer ces trois terres. Et je trouve que c'est un petit peu l'élément voilà, je traduis le travail qui a été présenté ce soir comme étant cet essai de faire se retrouver ces trois enjeux, quoi. Et ça me semble intéressant. Et puis peut-être juste une réflexion, mais d'autres évidemment vont réagir. Territoire délaissé, je sais pas, moi j'adhère pas trop à cette idée du délaissé, quoi, ignoré, inconnu, c'est-à-dire qu'on a oublié, plutôt que délaisser ce qui était tous ces espaces-là, toute la valeur de ces espaces-là et les termes valeurs. Et d'ailleurs, il y a un plan qui a été présenté qui montre à un moment donné tous les critères de valeur qu'on pourrait attribuer à la Terre, alors au sens du sol vivant, qui était sa capacité productive, sa capacité de captation de CO2, sa capacité d'accueillir des usages, sa capacité de fabriquer des paysages, et donc du beau, et donc aussi, etc. Et toutes ces valeurs-là, aujourd'hui, elles ont été balayées peut-être par une ou deux qui ont préempté la diversité de ces valeurs. Et aujourd'hui, le sujet sur lequel vous avez travaillé, me semble-t-il, ça a été de retrouver ces valeurs-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je ne sais pas si ça résonne dans vos têtes, là, dans les deux équipes, mais je trouve que c'est un petit peu ça qui me semblait avoir été le moteur de votre travail. Merci Marc. Réaction, peut-être Alain ou Gwenaël ou autre qui voudrait prendre la parole immédiatement comme ça.
Oui, moi je veux bien rebondir. Bon, je souscris à tout ce qui a été dit. C'est vrai. Alors je m'excuse hein, parce que je suis arrivé en retard, donc je préfère le dire. Je n'ai assisté qu'à la deuxième présentation, que je connaissais le travail, mais la présentation était très claire et j'étais content de le redécouvrir. Oui, pour rebondir sur ce que disait Marc, effectivement, moi c'est une réflexion aussi que discipline, du côté de la conception de l'espace. Je pense que c'est intéressant discipline de l'urbanisme qui en fait naît avec la ville industrielle et est centrée sur l'urbain. Même s'il y a d'avoir des approches plus complexes, plus territoriales, dès le 19e siècle, mais qui ont été ignorées, qui n'ont pas été dominants. Et du coup, j'ai l'impression, dans le travail que j'ai vu, à la fin, j'ai assisté à la fin de la présentation du travail de Valoris, que finalement, peut-être que ces travaux, ils posent aussi la question de la conception de l'espace dans une certaine complexité urgence ou à des injonctions contemporaines et qui nous oblige, nous invite à travailler effectivement avec d'autres dans une logique, je suis tout à fait d'accord avec Marc, dans une logique du vivant. Mais du vivant, alors c'est vrai qu'on met beaucoup, en fait, bizarrement, on pose beaucoup l'attention sur le vivant animal, on va dire, animal et la faune de la flore, de la biodiversité, mais je pense que peut-être que la complexité du travail, c'est justement d'associer des enjeux sociaux et environnementaux, c'est-à-dire le vivant des hommes, comment ils cohabitent sur la Terre et comment les hommes cohabitent avec d'autres espèces aussi. Et du coup, ce que je trouve intéressant, enfin moi, ce que je trouve vraiment important, c'est le rôle que peuvent avoir les architectes et les urbanistes face à ces enjeux. Parce que à partir du moment où ils assument une certaine complexité, qui sont par les savoirs, les connaissances et les outils, les techniques et les technologies qu'ils sont capables d'intégrer, mais ils sont capables aussi, grâce à une créativité, à de l'imagination, à mettre, à construire des visions. Et ça, je pense que c'est essentiel. C'est pas à toi, Panos, d'ailleurs, que je vais l'apprendre, parce que je pense que tu arrives justement par les initiatives Genève, Luxembourg. Non, mais c'est pas pour te flatter, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant, justement, de se dire, bah, finalement, et donc ça veut dire aussi peut-être qu'il y a, et ça, je pense que c'est très largement sous-estimé, il y a une dimension esthétique. C'est-à-dire que si on veut effectivement engager des changements importants par rapport à nos façons d'habiter la Terre, dans les trois significations que donnait Marc, je pense qu'il y a des dimensions aussi esthétiques et qui sont de l'ordre du partage du sensible, pour reprendre les mots d'un philosophe. Et donc, les architectes, et j'ai l'impression que de ce que j'ai vu, enfin, le travail des étudiants de Nancy, je le connais. Dans ce genre de préoccupation, et ça me semble essentiel à ne pas perdre de vue aussi. Merci, Alain. J'ai noté certaines choses que je voudrais un peu après commenter aussi, parce que je pense que vous, avec l'équipe dans les deux écoles, donc il y a effectivement deux noyaux qui commencent à se créer dans les écoles d'architecture en France, mais en Suisse, évidemment aussi. Il s'avère qu'aujourd'hui, nous avons deux projets suisses, mais vous avez vu, la dernière fois, nous avions aussi des projets français, pardon. Là, avant, on avait des projets suisses. Donc, il commence à y avoir un peu une expertise, je dirais, c'est ça qui est important, de commencer à créer une expertise technique et scientifique et je dirais aussi conceptuelle autour des questions de la transition par les projets. Mais ça devient, ça commence à, cette approche systémique dont a parlé Valoris qui nous intéresse beaucoup et qui nous demande un très haut niveau disons, un niveau de complexité intellectuelle, disons, de mettre ensemble des choses qui jusqu'à là on n'avait pas mis ensemble, comme par exemple l'agriculture, ou l'agronomie, ou la pédologie, par exemple, qui sont les questions du sol dont on ne connaît pratiquement rien, comme vous l'avez vu depuis quelques temps qu'on s'occupe avec Paul également de cette histoire. Donc, peut-être qu'il y a d'autres remarques, Gwenaëlle, ou autres. Levez vos mains jaunes ou faites un coucou. Nous voulons prendre le temps de discuter de tout ça. Je ne sais pas si vous avez plein de choses à faire après.
Mais je pense que c'est intéressant de discuter. Alors, qui? Gwen. Oui, merci Panos. Oui, ce qui est intéressant là-dedans, et à travers tous les transition seeds aussi, hein, c'est effectivement de voir comment un peu nos métiers, tout en restant dans nos disciplines, nos métiers évoluent vers plus d'interdisciplinarité. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, nous, en tant qu'école, et donc en tant que, avec notre objectif de formation des étudiants, c'est d'ouvrir aux autres disciplines. Et je trouve que les exemples de ce soir le montrent assez bien. Et du coup, effectivement, cette complexité de réponse, cette intrication entre les différentes thématiques qui fait qu'on est encore meilleur dans notre discipline aussi. Et qu'on apporte des solutions d'autant plus justes qu'elles sont discutées avec les autres disciplines, comme l'agronomie, comme je vois Sophie Bonin est là aussi, et avec la chaire Nouvelle Ruralité, on essaie de travailler aussi, de monter des workshops avec l'école de paysage de Versailles. Et effectivement, on voit qu'encore une fois, vous parliez de petites graines tout à l'heure. C'est des petites graines qui sont semées chaque année et qui permettent d'avoir des PFE justement avec des agronomes et des paysagistes et qui en tout cas enclenchent des rencontres qui fait qu'on fait du projet autrement. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi, dans ce qui est montré ce soir. OK, merci. Autre remarque, autre question. Qui se sent ne pas être complètement couvert ce soir? Pas tout ce qui a été montré. Qui pense que ce n'était pas le projet idéal pour ce territoire? La question est évidemment rhétorique. Je me pose une question quand même, et ça c'est évidemment avec tout le respect, énorme respect vis-à-vis de vos étudiants, de nos étudiants, parce que c'est quand même des choses qui sont inouïes en fait dans les écoles et qui, hier soir, vous l'avez entendu pour ceux qui ont regardé un peu le débat, deux politiques qui commencent à se frotter avec la question du CO2 quand même. C'est pas évident. Ils ont du travail encore, d'énergie, des kilowattheures, etc., des trucs. Enfin, il y a donc, effectivement, nous sommes en train de lentement bouger vers une période où les expertises sur l'énergie, les ressources, leur gestion, leur reproduction, leur stockage vont être de plus en plus importantes. Et nous, en tant qu'architectes qui dessinons, enfin nous et puis les autres disciplines associées à l'espace, nous devons pouvoir donner des réponses, quelques réponses. Mais ce n'est peut-être pas les réponses finales, parce que les réponses définitives, parce que je ne pense pas qu'il y en a. Mais la question donc est la suivante. Si tout ça est vrai, est-ce que la forme architecturale urbaine change? Est-ce que si la méthode de traiter les données, est-ce que s'il y a de nouvelles données qui rentrent dans le système, dans la moulinette de l'architecte, de l'urbaniste, du paysagiste, malheureusement, Pierre vient nous quitter les parties, et pour vous, tous experts et pas experts, est-ce que vous croyez que la forme architecturale de demain ne sera plus la même? Pour l'instant, ce qu'on a vu, je dis ça avec une critique bienveillante, hein, vous êtes prêts quand même, hein, vous avez vos diplômes, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais la question est, est-ce qu'on peut dessiner autrement l'espace? Si on veut qu'il y ait du 0 CO2, de 2 tonnes par personne par an, hein, c'est la fameuse histoire de la décarbonation moyenne de la... Est-ce que ça signifie que le dessin de l'espace ne sera plus le même? C'est une question. Et comment on s'y prend pour dessiner, comme on a dit l'autre fois dans notre conférence, how to draw an ecological line, comment tirer une ligne écologique? Moi, j'ai un peu l'impression que le sujet, c'est d'abord, avant le dessin de l'espace, c'est l'usage qu'on fait des espaces habités. La question, c'est comment on habite la Terre dans les 3 domaines là. Et une fois qu'on aura posé cette question de comment on habite, et donc ce n'était pas dans le débat hier, évidemment, puisqu'hier on a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé des choses qui rassurent finalement dans la grande continuité des 40 ou 50 dernières années. Mais le vrai sujet, c'est la rupture du mode de vie et de fonctionnement, et que le vrai sujet, c'est peut-être moins de pouvoir d'achat et plus d'intelligence dans la façon de vivre de façon économe, mais de belle façon sur les territoires. Et je pense que le dessin viendra. Enfin, moi, j'ai un peu cette impression parce que moi, je suis assez pessimiste, hein, c'est-à-dire moi, je suis combatif par pessimisme, c'est-à-dire
je suis un battant, mais parce que je considère qu'on est quand même dans une situation extrêmement tendue et que globalement, ça ne bouge pas beaucoup. Alors, pour connaître bien le secteur du nord du département de la Meurthe-et-Moselle, frontalier avec le Luxembourg, sur lequel l'équipe nancéenne a travaillé, pour connaître d'ailleurs un petit peu le secteur du Doubs, puisque j'ai eu l'occasion de travailler sur le parc du Haut-Jura, également sur des communes voilà, qui sont aussi sous influence frontalière, je pense que là, on est très très loin en matière d'habitants de penser qu'on peut peut-être vivre un peu différemment, avec une logique vivrière aussi, avec les fonctions vitales qui se re-rencontrent. Parce que c'est ça le sujet. En quoi le dessin de l'espace va être l'expression de nouveau des fonctions qui sont habitées, se nourrir, se rencontrer, le rôle de l'architecte. Le rôle de l'architecte, il est aussi extrêmement présent. Et c'est peut-être d'ailleurs les dernières images qui ont été présentées tout à l'heure avec un jeu de société. Je pense que l'architecte doit être à la fois l'architecte du territoire, donc le paysagiste, l'architecte, l'urbaniste, l'agronome, tous ces savoirs et toutes ces compétences qui se rencontrent pour dessiner le territoire de demain, le territoire habité de demain. Je pense que nous devons tous être sur nos compétences fondamentales qui sont celles du dessin, c'est-à-dire du projet, mais on doit être aussi sur le débat dans la société, sur le comment j'habite et comment finalement je dessine l'espace habité. Et je pense qu'on doit reprendre pied, on doit être beaucoup plus présent avec notre légitimité par rapport à ça, dans le débat culturel, sociétal sur comment j'habite. Je pense qu'on a un peu perdu peut-être cette position. Le Parlement français, je suis un peu désolé, la Suisse, je ne connais pas. Il n'y a pas un architecte sur les 550 députés français. Alors, je ne dis pas qu'il faudrait qu'il y en ait, et je ne crois pas qu'il y ait un paysagiste. Il y a eu des agriculteurs, il n'y en a quasiment plus. Ça aussi, c'est peut-être un sujet. Et je me dis, alors, le débat de société ne se fait pas que au Parlement, mais il se fait aussi là. Voilà. Donc, je pense que l'architecte, il est à la fois celui qui fait, mais il est aussi un intellectuel du monde, et il doit l'assumer. Merci Max, je suis complètement d'accord avec toi. Effectivement, j'ai lancé cette question sur la forme pour provoquer un peu. Anne Guillabert a levé sa main jaune. Oui. Alors, moi, je vais être plus terre à terre, ce qui va bien puisqu'on parle de sol. Ces expérimentations, elles vont rester quand même, ça reste quand même assez confidentiel. C'est-à-dire que ça n'est pas... voilà. Et je me demande, est-ce que les cadres législatifs français et suisses sont des obstacles à la mise en œuvre des expérimentations? Et je pense qu'il serait intéressant, quand on fait ce type de travail, de regarder où la loi ou le règlement est un obstacle et où il faut le modifier, de manière à ce qu'on ne reste pas dans un travail de sur mesure, dans des endroits très particuliers et qui restent, comme je disais, confidentiels, mais qu'on arrive à élargir les expériences et les faire devenir pas le mode habituel de faire, mais le plus possible, quoi. On favorise et qu'on les rende plus faciles. Mais pour ça, je pense qu'il y a un travail à faire sur les lieux où les lois et les règlements sont des obstacles. Voilà. Merci. Je pense que vous avez tout à fait raison. Et je pense que Marc pourrait parler beaucoup là-dessus parce qu'il travaille avec son réseau depuis longtemps là-dessus. Donc, il sait où ça coince. Mais globalement, nous avons compris que la question de l'expérimentation du projet pilote, nous avons eu en Suisse une question… Oui, mais on sait où ça coince, mais ce n'est pas formalisé. C'est-à-dire qu'il faut réussir, c'est toujours le problème, c'est qu'on dit on ne peut pas parce qu'il y a la loi, machin, il y a le truc. Il faut arriver à mettre le doigt sur l'article qui est un obstacle. Pas rester dans l'incantation ou la pétition de principe, mais dire cet article-là, il empêche de faire ça. Et celui-là, il empêche de faire ça, de manière à ce qu'on regarde où les contextes législatifs français et suisses, puisqu'on travaille sur les deux territoires, vous travaillez sur les deux territoires, soit on envisage de les modifier. Effectivement, il y a effectivement là-dessus des réflexions et ça avance, je pense. Et le droit à l'expérimentation, c'est un droit qui est aussi, il y a une législation là-dessus, en Suisse en tout cas. Et évidemment, l'idée est le Luxembourg essaye de faire la même chose puisqu'on travaille là-dessus un petit peu aussi. Donc, le droit à l'expérimentation et le droit sur le projet pilote, parce que le terme d'expérimentation pose une question sur l'argent du contribuable.
grosso modo, il ne faut pas qu'on expérimente, donc qu'on risque la possibilité d'échec avec l'argent du contribuable. Donc, le terme d'expérimentation, parfois, est remplacé par le terme de projet pilote, qui est un peu plus positif. Mais c'est la même chose, en réalité. En tout cas, effectivement, vous avez raison, il y a là un travail à mener. Je vois que Sophie Bonin a une remarque ou une question. Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. D'abord, je voulais féliciter les travaux que moi j'ai découverts là ce soir, un petit peu par hasard l'opportunité de pouvoir me connecter. Donc, merci aussi Panos pour voilà, la relance de dernière minute dont j'ai profité. Je voulais revenir parce qu'on a parlé de l'interdisciplinarité. C'est vrai que moi, voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et comme Gwenaëlle l'a dit, ça fait un petit moment qu'on essaye de développer au sein des écoles l'interdisciplinarité, notamment entre agronomes, architectes, paysagistes. Donc voilà, ces projets rentrent bien là-dedans, mais je voulais plus évoquer autre chose, un autre aspect de ces présentations et qui rejoignent cette question de la forme, qui est celle de la créativité, en fait, de l'imaginaire et de ce besoin qu'on a aujourd'hui vraiment d'écouter ces jeunes projets, de voir ces propositions et puis de dire aux élèves de se lâcher. Vraiment, c'est quelque chose qui est très, très important, on le voit. D'abord, et en plus, ça aide l'interdisciplinarité. Voilà, c'est aussi ce que voilà, c'est-à-dire que le fait de s'installer dans un certain imaginaire, ou en tout cas dans une certaine utopie aussi, à des échelles différentes. Enfin, c'est vraiment ce qu'on a vu dans le projet présenté. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on va refaire le grand territoire, on va refaire le village, et puis ça va avoir des conséquences sur les cours et sur les trottoirs. Enfin, voilà, donc ça, je pense vraiment que c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui. Et pour renvoyer aussi, évidemment, c'est une condition de la transition. Et du coup aussi, pour faire le lien avec le questionnement qu'on vient d'avoir, qui est sur celui de mais alors concrètement, comment avancer, comment est-ce que ça peut se diffuser, comment est-ce que ça peut ne pas rester dans des travaux d'élèves et dans des PowerPoint ou dans des discours, parce que les discours, on en a quand même beaucoup, hein, voilà. Je voudrais évoquer peut-être qu'on a un problème en France d'excès de réglementation par rapport à ça. Et je sors là d'un rapport de recherche qu'on vient de finir avec une comparaison avec les Pays-Bas sur des questions pas du tout d'agriculture, mais d'infrastructures linéaires, hein, de transport, enfin des autoroutes et des lignes haute tension qu'on cherche à requalifier et à repenser en fait au prisme du besoin de transition écologique. Eh bien, il y a vraiment des préoccupations communes, des façons de faire communes des professions architectes paysagistes, mais il y a surtout la principale différence, c'est cette possibilité d'expérimenter, cette possibilité de tester des choses dans les relations avec des élus locaux, dans les relations avec les opérateurs privés, voilà, de s'autoriser des choses où en France, on va avoir toujours un problème de faisabilité réglementaire, de la planification urbaine. Et c'est vrai qu'il y a une tendance, je pense, de l'écologie à vouloir rajouter des normes et d'encadrer, qui est évidemment, on en a certainement besoin. On a certainement besoin de définir des objectifs et des choses comme ça, et d'avoir des indicateurs pour mesurer l'efficacité de ces réglementations. Mais je pense quand même qu'il faudrait avoir aussi, je ne sais pas comment le faire, peut-être que Marc aura plus de punchline pour défendre ça, mais vraiment, là-dessus, il y a une culture de l'expérimentation et du coup des possibilités aussi de faire des choses, on va dire une marge de liberté des concepteurs dans leur relation, encore une fois, hein, il faut évidemment avoir des élus qui sont partie prenante, il faut avoir cette co-conception avec les acteurs locaux, mais j'ai l'impression qu'en France, en tout cas, on a des blocages là qu'il va falloir dépasser. Voilà.
Merci, merci Sophie. Ça rejoint effectivement le message d'Anne Guillabert qui vient de quitter la réunion. Mais effectivement, je pense que là, il y a des groupes, y compris celui de Marc et du réseau rural. En fait, Marc, je ne sais pas, tu veux réagir un peu Oui, peut-être? oui, non, mais par rapport à ce que dit Sophie, parce que moi, je veux quand même rappeler que, par exemple, un PLUI, un plan local d'urbanisme intercommunal, puisque maintenant c'est plutôt interco, dans un PLU, sur les 12 articles, il n'y en a que 3 ou 4 obligatoires. Je sais plus, je crois que c'est 4. C'est-à-dire qu'on a une réglementation, non seulement on a tout le système réglementaire qui s'emboîte, SRADET, SCOT, PLUI, etc. Donc on a toute la mécanique, mais il y a aussi une mécanique intellectuelle qui fait qu'on surinvestit là-dessus. Ça veut dire qu'on pourrait faire ces documents-là, ils pourraient être beaucoup plus light, ils pourraient être beaucoup plus rapidement faits. Un PLUIH, c'est 4 ans. 4 ans. Qu'est-ce qu'on fait chier les élus à les faire travailler pendant 4 ans avec des dizaines de réunions? Quand ils sortent de là, ils sont épuisés. Ils n'ont plus du tout envie de se mettre à travailler sur un projet. C'est-à-dire ce qui va réellement transformer l'espace. Donc, on pourrait très bien faire que ces documents soient beaucoup plus light, soient faits en 6 mois. Et après, au lieu d'investir l'argent dans 4 ans de boulot là-dessus, on investit dans du projet. Voilà. Et donc, moi, alors, est-ce que j'entends l'idée qu'il y a trop de règles, mais je pense que c'est aussi un peu rapide de dire il y a trop de règles. C'est qu'on est aussi dans une mécanique où on se rassure globalement. Alors, on a une culture très française, jacobine, de gestion comme ça, très cadrée, etc. Certes, mais je pense que les règles, finalement, elles pourraient être beaucoup plus light, elles pourraient être faites de façon beaucoup plus simple pour laisser la place au projet derrière. Et moi, ce qui me semble, et c'est ce qui est réjouissant dans ces travaux-là, et je rejoins du coup ce qui a été dit auparavant, je pense que ces travaux-là, ils fabriquent des récits. Et je pense que c'est ces récits qu'il faut promouvoir. C'est ce qui se fait avec vous, là, Sophie, Gwenaëlle, etc., à Villarceau. Ça fabrique des récits aussi. À Villarceau, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu d'expérimentation dans le Vexin français où justement on met des archis, des paysagistes, des agronomes, etc., ensemble. Et je pense que tout ça, ça fabrique du récit commun. Et je pense qu'il faut qu'on diffuse et les projets qui viennent nous en présenter, effectivement, comment on les rend accessibles au plus grand nombre. Et moi, j'ai l'impression que quand on fabrique du récit, les gens, ils commencent à rêver, ils commencent à sortir du modèle dans lequel on est, qui est le modèle restricteur, restrictif, restreint. Le président d'ailleurs, enfin le président candidat hier, je ne sais plus le mot qu'il a utilisé par rapport à ça en disant voilà, on est dans une mécanique un peu oui, il a utilisé fermée. un mot. Bon, voilà. Oui, et il faut ouvrir. Voilà. Et moi je pense que ces projets-là, enfin voilà, je trouve qu'ils ont cette qualité-là. Il y a un certain nombre de documents qui nous ont été présentés qui sont vraiment des documents du club, des architectes, des paysagistes, etc. Par contre, il y a des documents qui sont beaucoup plus ouverts. Il y a des documents, alors c'est peut-être des perspectives avec des gens qui se baladent. J'ai vu dans le Doubs, là, le travail de Valoris, là, à un moment donné, on voyait bien qu'on avait envie. Il y avait chez Florian, Carlos et Marie-Aline aussi, à un moment donné, les représentations du sol. D'un seul coup, on comprend cette épaisseur et ce qui est vivant, ce qui est au-dessus, etc. Et je pense que c'est ces outils-là qu'on devrait valoriser. Donc, Gwenaëlle, tu vois, pour la chaire, ou Sophie avec les paysagistes, là, il faut qu'on trouve les moyens de se dire, mais finalement, c'est quoi les posters qu'il faut qu'on sorte, les je sais pas quoi, voilà. Bon. Bon, alors, je ne sais pas s'il y a il y a Oui. Florian qui lève le doigt. Ouais. Oui, Florian. Juste sur la question des réglementations, je voulais partager notre ressenti avec le groupe. Effectivement, donc on a des PLU, PLUI très restrictifs avec, qui vont jusqu'à choisir la couleur des volets ou des tuiles. Et on a été surpris de voir que dès qu'on passe la limite du bâti, il n'y a aucune règle qui incombe aux agriculteurs ou aux exploitants, aux paysans sur l'espace agricole. Et donc, en fait, on s'est fait la réflexion. 9 ou 10% du territoire est urbanisé. Il y a plein de règles sur l'agriculture. Et sur le reste, il y a je dirais, une liberté de faire.
Bon, alors évidemment, il y a des logiques avec la politique agricole commune. Enfin, il y a d'autres, comment dire, il y a d'autres règles qui sont induites par un fonctionnement de l'agriculture aujourd'hui. Mais dans le sens du dessin et de l'aménagement du territoire, l'espace agricole ou forestier n'a pas de règlement. Alors nous, on s'est amusé, ça n'a pas pris, mais on a cherché à faire un plan local agro-urbain en se disant qu'est-ce qu'on pourrait obliger, alors c'était provocateur, mais comment on pourrait obliger aux agriculteurs de planter une haie? Comment on pourrait leur dire que leur terre agricole, ils ne peuvent pas remembrer 3 parcelles et que c'est 8 hectares maximum parce qu'au-delà de cette taille, c'est plus bénéfique pour les sols et ils perdent en richesse. Et donc, voilà, c'est de ça qu'on voulait parler. Donc oui, sûrement, il y a trop de règles et nous, on s'est même demandé s'il n'y en avait pas assez sur l'espace agricole. Voilà. Bon, les agronomes qui sont là vous diront que tout ça, c'est une histoire de 150 ans de chimie, parce que c'est la chimie qui a permis à l'agriculture de changer d'attitude, etc., enfin de sortir un peu des règles naturelles pour aller, c'est les engrais, etc., qui ont permis, enfin, qui ont construit aussi les problèmes d'aujourd'hui. Mais je pense qu'on pourrait ouvrir encore une discussion de 10 heures si on pourrait rester là tranquillement à discuter là-dessus. Moi, ça me ferait très plaisir. Mais je pense qu'on est un peu. Il y a Marie-Claude qui lève la main. Marie-Claude. Merci beaucoup. J'étais très émue de voir ces travaux par la qualité, par cette vision holistique, cette approche métabolique en fait du territoire. C'est hyper pertinent. Je suis vraiment très émue et impressionnée par le talent de ces jeunes professionnels. Donc merci, vraiment merci. Et je voulais juste intervenir. Je crois qu'il y a un travail qui est en cours, qui est porté notamment par des pédologues, dont Xavier Marié, sur la trame brune dans les documents d'urbanisme, qui consiste à qualifier la qualité agronomique des sols dans les documents d'urbanisme. Je pense que c'est une voie qui est en cours et j'y crois beaucoup. Et je pense qu'on peut même la faire redescendre au niveau de la parcelle. Là où je travaille en ce moment, c'est ce que j'ai essayé d'amener comme recherche, c'est au même titre que l'on donne les documents géotechniques et pollution dans les consultations au niveau des promoteurs immobiliers, j'ai proposé qu'on intègre une étude de sol agronomique pour qualifier et travailler les espaces non construits dans les projets. Donc, c'est une petite échelle, mais je me dis que les petites échelles additionnées, on peut faire une plus grande échelle et donner surtout envie, en fait. Je pense que moi, j'ai pu être entendue quand je leur ai dit, mais vous savez, quand on plante des arbres dans un sol qui n'est pas adapté à l'arbre, l'arbre va mourir dans les 3 prochaines années. Il y aura une descente de cime, ça va coûter cher en plantation, en eau, et ça... Enfin, les interlocuteurs ont été sensibles à cette question. Voilà. Merci encore. Merci beaucoup. Marie-Claude, ça me fait penser que ça serait, si vous êtes d'accord, on va faire circuler un peu la liste des mails, parce que entre vous, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être échangées. Je crois que tout le monde ne se connaît pas dans ce groupe, et donc je suis ravi de voir un peu de figures que je connaissais depuis très longtemps, depuis 20 ans dans le monde français et suisse qui se croisent autour de ces questions. Et l'idéal, c'est bien sûr, comme vous savez, quand vous croisez, il y a de la fertilisation et c'est très bien pour le futur. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais juste clore, enfin, je n'ai même pas la peine, je pense, ou alors, effectivement, il faut parler du collectif, du partagé, du public et du commun qui a osé mettre ensemble dans une phrase et Valoris, qui m'a vraiment frappé parce que ça veut dire que là, vous avez 4 thématiques sur le social et le rapport au territoire qui doivent être de partager, ou en tout cas, on doit savoir comment les articuler, collectif, partagé, public et commun. Et les questions, évidemment, des différents cycles naturels par rapport au cycle urbain, aux cycles sociaux, les 3 terres de Marc, et les dessins et les débats qui ont été tout à l'heure discutés,
la nappe foncière, donc des termes et des concepts qui se sont croisés de manière vraiment fertile, je pense. Nous sommes très contents d'avoir pu accueillir ces deux projets. Et voilà, de la part de mon équipe, donc de Diane, de Mélodie et de Kim et d'Hélène qui n'est pas là, je vous remercie d'avoir participé. Merci à tous. Bonne soirée, bon week-end. La Fondation Braillard vous dit bonsoir. Oui. Et Merci à la Fondation du coup et aux intervenants. Merci à tout le à monde. bientôt. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.